le grand sérieux et l'ambition qu'il a mis au cœur de ce sommet. Ce G7 nous a en effet, j'en ai rappelé hier, les principaux acquis, et je vous l'ai redit, sur à la fois les questions de déséquilibres mondiaux, sur les questions de sécurité de nos chaînes de valeur, sur les questions aussi de migration comme de narcotrafic, nous a permis d'avancer. Et hier soir, nous avons eu des discussions géopolitiques donc à 7, et celles-ci ont permis là également d'abord de consolider une position commune sur l'Iran, puisqu'un communiqué endossé par l'ensemble des membres du G7 a été publié, qui acte ce que d'ailleurs nous avions pu dire les uns et les autres ces derniers jours, c'est-à-dire notre volonté de ne pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, qui en même temps a appelé à une désescalade dans la région et à ce qu'il y ait une stabilité au plus vite, à la protection des personnes civiles, et a également rappelé la nécessité d'avoir un cessez-le-feu à Gaza. Je pense que c'est un acquis de ce G7 sur une position commune. Nous avons eu ensuite une discussion sur l'Ukraine avec le président Trump, et elle s'est poursuivie ce matin avec le secrétaire Bessent pour ce qui est des États-Unis, mais le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et le président Zelensky nous ont rejoints. Et donc, sur le sujet de l'Ukraine, je crois que la position commune qui se dégage, c'est d'une part de dire qu'il nous faut renforcer les sanctions, c'est ce que les Européens ont préparé, avec des nouvelles sanctions inédites et beaucoup plus fortes, et c'est ce que les sénateurs américains préparent. Et la convergence entre nos actions, avec une très grande coordination avec le Japon, le Canada et le Royaume-Uni, est de nature, à nos yeux, à changer la donne, parce que c'est ça qui va permettre de ramener la Russie autour de la table des négociations, comme le demande le président Trump depuis le mois de février dernier. En parallèle, nous avons tous acté la nécessité de continuer de soutenir l'Ukraine et de poursuivre l'effort pour justement permettre à celle-ci de résister. Nous l'avons fait dans un contexte qui n'a échappé à personne, parce que la nuit dernière a été absolument terrible pour l'Ukraine, le peuple ukrainien. Kiev a été attaqué directement, plusieurs dizaines de civils sont morts, ce qui montre le cynisme complet du président Poutine, qui utilise le contexte international pour renforcer des attaques, et à nouveau des attaques contre des civils, et qui très clairement agit à contrario des propos qu'il a pu avoir avec les uns et les autres ces derniers mois. Voilà la position sur l'Ukraine que nous avons dégagée. Enfin, je veux ici dire que, après avoir remercié le Premier ministre, Mark Carney, et avoir fait la synthèse de nos sessions, j'ai pu annoncer donc que la France accueillerait l'année prochaine à Évian le G7. Et c'est là aussi une manière pour nous de poursuivre ces travaux. Et dans une ville, un département, une région qui ont montré une vraie volonté, un vrai attachement à accueillir ce grand rendez-vous international. Et je veux ici remercier tous les élus locaux qui ont été très mobilisés dans la préparation de ce travail. Ce sera pour nous une manière comme nous l'avions fait à Biarritz en 2019, de poursuivre ce travail avec aussi des formats qui changeront, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Je vais maintenant répondre à vos questions. Monsieur le Président, au moment où on se parle, le président Trump semble plus que jamais sur le pied de guerre en Iran, si on en croit plusieurs médias américains. On semble bien loin du cessez-le-feu que vous évoquiez hier, non? Alors écoutez, le cessez-le-feu, comme dites, c'était surtout le président Trump qui l'évoquait hier. Et vos collègues d'ailleurs qui l'ont interviewé comme CNN l'ont écrit. Et quand le président Trump dit « je dois rentrer parce qu'il y a des discussions en cours, on va parler et il faut parler », ça s'appelle des discussions généralement pour cesser le feu. Bon, quand nous endossons un texte commun sur l'Iran, que j'ai là, qui a été discuté avec le président Trump, et qui dit très clairement que l'Iran est la principale source d'instabilité, mais que nous appelons tous à la résolution de la crise en Iran, qui doit mener à une désescalade plus large des hostilités en Proche-Orient, l'intention qui est partagée, c'est quand même qu'il y a un cessez-le-feu. Donc, on est très loin de la désescalade là mais ce soir. Vous constatez comme moi qu'il y a sans doute eu un changement d'avis. Mais je ne suis pas responsable des changements d'avis de l'administration américaine. Et ça tombe bien, parce que le président français parle pour la France. Et donc hier, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. C'est-à-dire le président Trump nous ayant annoncé, ayant dit à la terre entière qu'il y allait pour discuter, je trouve que c'est une bonne chose. Et je ne change pas d'avis. Et la France a une position constante, d'ailleurs, à travers les années. Et cette position, c'est celle que j'exprime depuis octobre 2023. Nous sommes attentifs à la sécurité d'Israël. Nous reconnaissons le droit d'Israël de se défendre, mais comme une démocratie. Nous sommes à ses côtés quand elle lutte contre les groupes terroristes. Mais jamais
nous ne partageons les actions de déstabilisation régionale. C'est pourquoi depuis octobre 2023, la France appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher par la voie militaire à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Et donc la responsabilité qui est la nôtre, c'est de reprendre au plus vite des discussions pour permettre justement de redonner un cadre à la question nucléaire et à la question balistique. C'est constamment ce que la France fait depuis 10 ans. Et depuis 8 ans, c'est constamment ce à quoi je me suis attaché. Je ne change pas d'avis et je ne change absolument rien de ce que je vous ai dit hier. S'il y a des dirigeants qui changent d'avis, c'est à eux de répondre de ces changements d'avis, pas à moi de les commenter. Et vous pensez que c'est ce que cherche aujourd'hui le président Trump, un changement de régime? Quel est le message que vous lui adressez aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je ne suis pas un commentateur de l'actualité. Vous êtes un interlocuteur. Oui, et donc j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit la même chose que ce que je vous dis au président Trump hier. Et donc je considère qu'on a besoin des États-Unis d'Amérique pour faire revenir tout le monde autour de la table. Voilà. Et je vous ai dit exactement les objectifs que nous partagions. C'est-à-dire, oui à ce que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire. Oui pour contenir le nucléaire civil et l'encadrer de manière internationale. Oui pour réduire son programme balistique. C'est ce sur quoi nous œuvrons depuis, là aussi, 8 ans. Oui pour réduire toutes les aides aux groupes régionaux qui créent la déstabilisation depuis tant d'années. Non aux frappes sur les infrastructures énergétiques. Non aux frappes contre les populations civiles. Et non aux actions militaires qui conduiraient à un changement de régime, parce que personne ne sait dire ce qui vient après. Et diable, collectivement, nous n'avons pas vu les conséquences que ça avait dans la région ailleurs. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en 2003 en Irak était une bonne idée? Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye la décennie précédente était une bonne idée? Non. Moi, je pense aussi à nos amis de la région, en Irak, au Liban et ailleurs. Il faut les aider à réduire tous ceux qui, en effet, menacent leur sécurité, mais ils ont besoin de tout sauf du chaos. Et donc, là-dessus, la position de la France est claire, elle est inchangée, et je la réaffirme avec beaucoup de force. Et pour vous, le président Trump n'agite pas cette menace d'intervention militaire directe aux côtés d'Israël, simplement pour inciter Téhéran à négocier? Peut-être. Je ne sais pas, je ne le commande pas. Je dis ce que pense la France. Mais je dis juste que, de manière constante, le président Trump, avec qui j'ai les meilleures relations du monde, et dans sa première mandat, et aujourd'hui, il a fait une chose, c'est qu'il essaie d'obtenir la paix. À chaque fois ce qu'il dit. Et je ne l'ai jamais vu se joindre à des opérations militaires. Donc je pense en effet qu'il essaie de mettre la pression dans cette situation. C'est sans doute ça. Mais enfin, mon rôle n'est pas de faire des spéculations, de commenter. C'est au président, à son administration, d'expliciter leur position, pas à moi de le faire. Et comment vous avez pris les critiques qu'il vous a adressées personnellement à cette nuit, en fait? Comme une péripétie. Ce n'est pas les premières, ce ne sont pas les dernières. Il a des mots extrêmement amicaux, mais il a voulu remettre de l'ambiguïté dans sa position. Très bien, il a donc dit qu'il n'allait pas discuter un cessez-le-feu. Bon. Ça ne m'émeut pas. Parce que je le connais. Et parce que nous avons une relation de long terme. Il a eu des mots très sympathiques lors des sessions qu'on a pu avoir. Ça ne m'émeut pas. Et je pense que d'ailleurs, dans le moment grave que nous vivons, je pense que mon rôle n'est pas de commenter des propos de ci ou de là. C'est d'expliquer ce que nous voulons. C'est d'expliquer ce que nous pouvons faire d'utile. Et c'est de rappeler les priorités. Et nos priorités aujourd'hui dans la région, elles sont claires. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza. La libération de tous les otages. La reprise de l'aide humanitaire et la reprise d'un processus politique qui est le seul avenir pour Gaza. Et un cessez-le-feu au plus vite en Iran, une reprise des discussions. Et les Européens sont d'ailleurs disponibles. Et les Européens ont cette légitimité dans le cadre de la commission de résolution prévue par le JCPOA. Voilà ce que nous souhaitons faire. Il y a des Européens comme Friedrich Merz, par exemple, qui considèrent et qui saluent le fait qu'Israël fasse le sale boulot à Téhéran, enfin en Iran. Il y a au minimum une nuance entre vous deux. C'est normal qu'il y ait des nuances. Moi, je considère que nous ne voulons pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, toujours été clair, mais nous considérons que maintenant, il faut revenir à la table des discussions. M. Macron, on est ici en Alberta, au Canada.
Encore hier, Donald Trump a fait allusion à faire du Canada le 51e État. J'aimerais savoir, selon vous, ces menaces d'annexion-là, est-ce qu'elles mettent en péril l'unité du G7? Écoutez, c'est pas ce qui est ressorti de nos discussions d'hier et d'aujourd'hui. Et je veux saluer vraiment l'esprit d'engagement et de négociateur de votre Premier ministre qui a à la fois pacifié. Voilà pour les mots d'Emmanuel Macron ce soir en direct du Canada après ce G7. Emmanuel Macron qui se démarque très clairement de la position israélienne et très nettement de la guerre déclenchée par Israël contre l'Iran. Jamais nous ne partagerons les actions de déstabilisation régionale. Elsa Vidal, voilà ce que dit Emmanuel Macron. Message adressé aux Israéliens et évidemment on a senti la colère d'Emmanuel Macron contre Donald Trump. Beaucoup de temps passé quand même à revenir sur l'échange à fleuret-moucheté avec le locataire de la Maison-Blanche. Trump qui disait la nuit dernière qu'Emmanuel Macron de toute façon ne comprenait jamais rien. Oui, et qui surtout insistait sur le fait que ce que poursuivait le 47e président américain, ce n'était pas un cessez-le-feu avec l'Iran, mais une solution définitive, une solution à la guerre, totalement au problème iranien, si j'utilise cette formule. Et donc, il était, le président américain, complètement sur la ligne de Benjamin Netanyahou, qui entend remodeler maintenant le visage du Moyen-Orient. Là, Emmanuel Macron se fait le porte-parole de la solution négociée, diplomatique, qui n'est d'ailleurs pas complètement écartée par Donald Trump. C'est là le paradoxe, ou peut-être que c'est l'essence de la paix par la force. Je ne l'ai pas encore bien compris. Mais le président, effectivement, français rappelle qu'il y a une solution négociée possible, fidèle en cela à ce que les Européens avaient réussi à créer avec cet accord sur le nucléaire iranien, accord qui avait été complètement démantelé lorsque Donald Trump en était sorti en 2018.